Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de mars sous forme de top flop. Comme vous l'avez certainement vu dans la vidéo achat manga, j'ai quand même acheté pas mal de mangas ce mois-ci, mais assez peu de séries différentes, ce qui fait qu'il n'y aura qu'un seul bilan lecture ce mois-ci avec 10 titres au total. Et parmi ces 10 titres, il y a aussi une relecture d'une longue série qui m'a pris pas mal de temps de lecture en mars. Sans plus tarder, c'est parti. 10e position pour le tome 14 de Spy X Family. Alors c'est pas un flop, moi ça reste une série que je continue avec plaisir. C'est pas la série du siècle non plus, on est d'accord sur ça. Mais j'ai bien aimé ce tome, je trouve que d'ailleurs Spy X Family reprend des couleurs depuis 2 tomes et depuis la fin de cet arc horrible sur le bateau. Donc on a une moitié de tome sur Anya et sa quête de Stella, et une autre moitié de tome sur un flashback sur le personnage qui est sur la couverture, donc le directeur de l'école. Et c'est clairement cette partie qui est la plus intéressante du tome. Je trouve que ça met la lumière sur un personnage qui a été mis de côté depuis pas mal de volumes, qui est pour moi l'un des personnages les plus intéressants de la série depuis le début. Et le flashback justement lui apporte encore plus de profondeur. Après bon, ça tire en longueur Spy X Family, c'est toujours aussi divertissant, mais il faudrait pas que ça fasse 30-40 tomes, et j'ai peur qu'on soit parti pour. À la 9e position, on retrouve Let's Go Karaoke, qui est un one-shot de Yama Wayama, l'autrice de Oshi dans le jardin des filles. Let's Go Karaoke, ça va nous parler d'un jeune garçon qui est chef de la chorale de son école, et à la sortie d'un de ses concerts, il va être interpellé par un yakuza qui va lui demander quelque chose de saugrenu, c'est de l'accompagner dans un karaoké pour lui apprendre à chanter. J'avoue que j'ai pris ce titre juste pour l'autrice à la base. J'ai beaucoup aimé Oshi dans le jardin des filles et j'avais envie de voir ce que son humour donnait sur d'autres séries. Et preuve avec Let's Go Karaoke, ça fonctionne plutôt bien. J'aime autant son dessin que son humour, et elle arrive à faire fonctionner un mélange improbable quand même entre Yakuza et karaoké. Donc rien que pour l'audace, je trouve que c'est un bon titre. C'est pas un indispensable non plus, mais si vous avez aussi aimé Oshi dans le jardin des filles, je vous le conseille pour découvrir encore plus de l'autrice. Bon, par contre, au niveau du prix, 12,50 € pour ça, c'est assez fin. Certes, c'est un grand format, mais il n'y a pas vraiment de jaquette, c'est tout en un. Et c'est vrai qu'en regardant le bouquin, je me demande où sont passés mes 12,50 €. Hormis ça, le grand format fait quand même honneur au dessin de Yama Wayama, et ça, c'est un plaisir. 8e position pour Captivated by You, aussi par Yama Wayama. Là, on est sur un recueil d'histoires courtes, 8 histoires en tout. Dans ces 8 histoires, on va retrouver 2 personnages. D'un côté Hayashi qui attire malgré lui l'attention des autres, et Nikaido qui a une attitude beaucoup plus sombre et qui lui va avoir tendance à faire fuir les autres, sauf un de ses camarades qui va décider de dépasser ses apparences et d'essayer de se rapprocher de lui. Avant d'acheter les 2 œuvres, Let's Go Karaoke et Captivated by You, j'avais un meilleur pressentiment sur Captivated by You, et ça s'est confirmé. J'ai bien aimé Let's Go Karaoke, mais j'ai trouvé Captivated by You au-dessus. Avec ces 8 histoires, on a encore plus l'occasion de voir l'étendue du talent de Yama Wayama, sachant qu'il s'agit de ses premiers travaux. On a des références juste géniales sur Dragon Ball, mais surtout sur Junji Ito, on le voit d'ailleurs avec le personnage en couverture. On a cette ambiance que Yama Wayama arrive à installer dans chacun de ses titres, et des personnages bien plus profonds qu'il n'y paraît. Il faut savoir que toutes ces bonnes idées que Yama Wayama a eues pour Captivated by You, c'est ça qui l'a poussé à créer par la suite Oshi dans le jardin des filles, donc rien que pour ça, c'est très bon. À la 7e place, on continue avec un gros morceau, Aria The Masterpiece. Alors il faut savoir que cette édition The Masterpiece rassemble à la fois Aqua et Aria, qui sont 2 titres de Kozue Amano. Et l'action va se situer au 24e siècle sur la planète Mars, qui a été terraformée pour ressembler à Venise, la ville d'Italie. Donc comme à Venise, les gens se baladent sur des canaux, et plus précisément sur des gondoles. Nous on va suivre Akari qui va débarquer sur Néo-Venise pour apprendre le métier d'ondine, donc de conductrice de gondole en fait. Et ce métier, elle va l'apprendre grâce à Alicia, qui est l'une des meilleures ondines de Néo-Venise. Dès les premiers instants, c'est une série qui m'a beaucoup fait penser à Escala Yokohama, dans cette atmosphère très paisible, très bienveillante entre tous les personnages. Et c'est une série que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, mais les tomes étaient en rupture de stock. Kiyun avait dit qu'il ne les réimprimerait pas, mais finalement, vu qu'ils ont sorti Colori Coloré Créare, qui est une autre série de l'autrice, ils en ont profité pour réimprimer cette superbe édition. Dans Aria, on ressent toute la poésie que Kozue Amano a voulu insuffler à son manga, grâce déjà, et c'est le point fort d'Aria, à la beauté de ses planches. En plus, avec ce grand format, on va pouvoir apprécier toute la rondeur
qu'elle met dans ses dessins, la beauté de ses personnages aussi, parce que le détail va aller sur les paysages, mais aussi sur les personnages. Et cette bienveillance dont je vous parlais juste avant, et cette bienveillance entre les personnages dont je vous parlais juste avant, fait qu'on avance tout doucement dans le manga, qu'on se prend au jeu et qu'on a envie de voguer sur ces gondoles avec elle. Et si on revient sur la comparaison avec Escale Yokohama, petit à petit je trouve que ça s'en éloigne, parce que là où Escale Yokohama m'a convaincu du début à la fin, j'ai trouvé que dans Aria il y avait quand même des moments de creux. C'est déjà un manga qui avance doucement, vu l'ambiance. Alors en plus avec des passages avec moins d'intérêt, ça fait paraître le temps long et la lecture un peu longue aussi parfois. Je dois avouer qu'au milieu du manga, je me suis un peu ennuyé. Et finir un tome était un peu plus poussif qu'au début. Et puis, une fois ce moment de creux du milieu passé, on arrive sur les derniers tomes qui sont vraiment bons, surtout le dernier. Je trouve qu'il conclut très bien la série. Et donc ça permet de finir sur une très bonne note. Et c'est un manga que je suis très content désormais d'avoir dans ma collection. 6ème position de ce top flop pour le tome 1 du journal de Hanako. C'est un manga de Machiko Kiyo qui est aussi l'autrice de Cocon. Ça sera fini en 2 tomes. Ça sortira officiellement le 19 avril. Moi je le reçois en avance parce que je commande directement sur le site de l'éditeur, donc de IMHO. Et en général dès qu'un tome est prêt, il me l'envoie quelle que soit la date de sortie. Le journal de Hanako va se passer aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre la vie de Hanako qui vit reclus avec sa famille pour échapper à la barbarie des nazis. Mais sa situation ne l'empêche pas de rêver. Et son rêve à elle, c'est de devenir actrice. Et d'ailleurs, dans ses rêves, elle va rencontrer un mystérieux garçon qui semble avoir un lien avec le dirigeant des nazis, le Führer. Comme dans Cocon, il ne faut pas se fier à ces dessins très simples, à cette jolie couverture rose avec une jeune fille qui a le sourire. Les œuvres de Machiko Kiyo sont difficiles et pour public averti. Parce que oui, Machiko Kiyo reste fidèle à son art qu'elle avait exprimé dans Cocon, avec ce contraste entre ces dessins qui ne vont pas du tout nous préparer à l'ambiance qu'il va y avoir dans le bouquin, c'est-à-dire un thème très difficile forcément, la Seconde Guerre mondiale et le mouvement de répression contre les juifs par les nazis. Et le but de Machiko Kiyo n'est absolument pas de censurer la violence, mais justement de la montrer avec son style. Comme pour Cocon, j'ai beaucoup aimé le journal d'Hanako. Je pense qu'il faut avoir lu le tome 2 pour avoir un avis complet sur la série, et j'ai hâte de l'avoir dans ma possession. J'en profiterai pour relire le tome 1 à ce moment-là. Mais en tout cas, ça démarre très bien, même si c'est très difficile et que je ne peux pas le conseiller à tout le monde, surtout si vous êtes très sensible. Ça heurte et c'est l'objectif de l'autrice. 5ème position pour L'île des Téméraires de Shuo Sato. Là aussi, l'action se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas au même endroit. Là, on va être au Japon, et leur guerre à eux, en tant qu'alliés de l'Allemagne nazie, va surtout être contre les États-Unis. Sauf qu'on connaît l'histoire, les villes japonaises se sont fait ravager par les bombes américaines, et les Américains ont pris le contrôle dans cette guerre qu'on a appelée la guerre du Pacifique. Mais le Japon ne s'avoue pas vaincu pour autant, et va mettre en place une nouvelle arme qui s'appelle la Kaiten. C'est une torpille à laquelle on a intégré un poste de pilotage, c'est-à-dire qu'il faut un humain pour la piloter, mais son objectif c'est d'exploser sur les bateaux ou sur les sous-marins adverses. Donc qui dit exploser, dit aussi faire mourir son pilote. Et là on va rentrer dans l'objectif du manga, l'île des Téméraires, c'est de recruter ces pilotes. Et nous on va rentrer dans leur tête, dans leur psychologie, de savoir qu'ils vont forcément aller au devant de leur mort. Comme vous l'aviez peut-être vu dans mes objectifs, il s'agissait de la dernière série de Shuo Sato que je n'avais pas dans ma collection, donc très content d'avoir pu l'acquérir. Comme dans Umizaru, là aussi on est en mer, sauf qu'on n'aborde pas du tout le même sujet. On va aborder le destin fatal des pilotes de Kaiten. Et j'avoue qu'en tant que membre d'une génération n'ayant jamais connu la guerre, c'est difficile pour moi d'imaginer que des hommes aient pu aller dans ce genre de mission en sachant que la finalité allait être forcément leur mort. J'ai trouvé le thème très intéressant, très déstabilisant aussi. Nous on va suivre le personnage de Watabe qui lui ne connaît ni le sens de la vie ni le sens de la mort, qu'il est totalement perdu. Et ça nous fait poser plein de questions par rapport à ce qui se passait dans la tête de ces hommes à l'époque. La question principale c'est comment vivre sa vie en sachant qu'on va mourir à la guerre dans une torpille, mais sans savoir quand ça va se passer exactement. Puisque Watanabe, son destin est particulier, sans vraiment vous spoiler puisque ça se passe quasiment au début, il ne va pas mourir dès sa première mission de Kaiten. Il y a des missions qui sont avortées, et donc les hommes vont se préparer à mourir, sauf qu'ils vont pas forcément mourir à la fin, mais ils vont mourir à un moment. Donc c'est une psychologie très complexe
que va aborder ici Shuo Sato, et c'est totalement captivant. On peut reprocher parfois quelques longueurs dans le scénario, mais par contre l'intensité qui est la grande force de cet auteur, elle ne baisse jamais. J'ai pas parlé des dessins, mais évidemment c'est excellent, comme tout ce qu'a fait Shuo Sato avant, que ce soit Give My Regards to Blackjack, Stained by Me, Kakwemon ou Umizaru qui est sa première série. Au pied du podium de ce top flop, on retrouve une belle surprise qui est Cat Mask Boy. C'est un one-shot, c'est par un auteur hongkongais et ça se passe justement à Hong Kong dans les années 70. Il faut savoir qu'à Hong Kong, à cette époque-là, il y avait une citadelle qui s'appelait la citadelle de Kowloon, dans laquelle il n'y avait aucune règle, hormis celle des bandits comme la mafia qui gouverne la citadelle de Kowloon. Nous on va suivre Tao Tigru qui est un jeune garçon très dissipé, c'est un cancre à l'école et son seul objectif dans la vie c'est de devenir un super-héros. C'est pour ça qu'il porte toujours un masque de chat, d'où le titre du one-shot Cat Mask Boy. Un jour, il va avoir un bulletin de notes un peu moins mauvais que les autres, mais quand même pas terrible. Donc il va être tout content, sauf qu'un homme va emporter ce bulletin dans la citadelle de Kowloon et Cat Mask Boy, donc Tao Tigru, va aller à sa poursuite pour pouvoir récupérer ce bulletin. Le pitch peut paraître simple comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air. En participant aux aventures de Tao Tigru dans la citadelle de Kowloon, on va voir toutes les inégalités que représentait Hong Kong à l'époque, dans ce quartier de Kowloon qui était le quartier le plus densément peuplé au monde à cette époque, et ça arrive à être drôle et touchant à la fois. En plus j'aime beaucoup l'édition, c'est tout en couleur, c'est très beau, et surtout ce que j'aime c'est que ça sort de l'ordinaire. Je suis sorti de ma zone de confort en lisant Cat Mask Boy. J'ai vraiment eu une approche toute particulière avec ce one shot. C'est le genre d'histoire que j'adore découvrir et qui me fait de plus en plus aimer ma passion tous les jours. Donc si vous avez envie de découvrir un bon one shot, n'hésitez pas à foncer vers Cat Mask Boy. Médaille de bronze pour Le Monde de Ran. Bon, avant de parler du titre, je sais qu'il y a eu quelques commentaires sur le fait que j'achète du Black Box, que Black Box édite des séries sans avoir les droits d'auteur, qu'il y a des polémiques aussi sur certains auteurs qui n'ont pas été rémunérés par la maison d'édition. Ce n'est pas parce que j'ai acheté Le Monde de Ran que je cautionne bien sûr les agissements de Black Box. C'est le seul titre que j'ai de cette maison d'édition. C'est un titre qui m'intéresse depuis longtemps, qui n'est trouvable nulle part ailleurs, qui est édité par aucune autre maison d'édition, qui était à 29 € pour les 7 tomes, donc c'était la bonne occasion. Et surtout que je ne lis pas de manga illégalement, donc c'était ma seule manière de pouvoir lire Le Monde de Ran en français. Parenthèse close, on va pouvoir parler du Monde de Ran. Le Monde de Ran va nous parler des Uruma, qui sont une famille de sorciers. Il y a Shizuka, la mère, qui est une puissante sorcière qui n'est pas souvent à la maison. Ça va être plutôt Zen, le père, qui va s'occuper de leurs 2 enfants. Jin, qui est l'aîné et qui va devoir faire attention à sa petite sœur. Ran, qui fait n'importe quoi, c'est une casse-cou, et elle a souvent besoin de se faire rattraper parce qu'on a l'impression que sa vie c'est de faire des conneries. Ran, elle est encore petite, mais dès qu'elle va enfiler des chaussures qui sont trop grandes pour elle, bien sûr juste une certaine paire de chaussures, ça va lui permettre de devenir adulte. Il faut savoir que l'homme par lequel elle est intéressée est adulte, donc vous voyez un petit peu le lien, hop, elle enfile les chaussures, elle est adulte, et elle peut se mettre à son niveau. Sauf que cet homme, c'est un gros coureur de jupons, et que ça, son frère Jin, il va le sentir. Surtout que lui, il a un très bon odorat, parce que son pouvoir à lui, c'est de mettre une fourrure autour du cou et de se transformer en loup. Et c'est à partir de là qu'on va être embarqué dans les aventures de Ran et de tous les autres personnages qui l'entourent. Personnellement, j'ai adoré cette série de A à Z, déjà grâce aux dessins qui sont fabuleux. Vraiment, c'est ce genre de dessin que j'ai rarement vu ailleurs, mais aussi grâce aux personnages qui sont d'un naturel, auxquels on peut s'identifier, parce que même s'ils ont des super pouvoirs, etc., ils restent profondément humains. On est sur une tranche de vie avec beaucoup de surnaturel, mais qui marche très très bien. Je trouve que la romance est très bien exploitée tout au long de cet tome, et pas que la romance qui concerne Ran, mais aussi la romance des autres personnages. Et j'ai également beaucoup aimé le final, et c'est assez rare pour le souligner. Certains mangas ont parfois du mal à se terminer. Je trouve que Le Monde de Ran le fait très bien. Bon, si on doit parler de l'édition, c'est très très simple, c'est du sans jaquette, c'est tout fin. Les pubs de Black Box pour leurs autres mangas à la fin du tome sont floues. Je sais pas où ils ont pris les images, mais c'est flou. Donc c'est pas une grande édition, mais ça a le mérite de mettre en avant cette série qui vraiment n'est pas à manquer pour moi. Et je suis très content d'avoir enfin mis la main dessus, et en plus à 29 €
pour les 7 tomes. Ça fait 4 € le tome en grand format. On va dire que c'est plutôt raisonnable. À la deuxième position, on va parler de La Lanterne de Nyx. Et si vous me suivez sur Instagram, vous aurez peut-être vu que l'histoire entre La Lanterne de Nyx et moi n'a pas très bien commencé. L'action va se situer à la fin du 19e siècle à Nagasaki au Japon. Il faut savoir que c'est une période à laquelle au Japon, le commerce de produits venant de l'étranger est en pleine effervescence, notamment avec l'occidentalisation du Japon qui survient à la même période. Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mio, qui en apparence ne sait rien faire de ses 10 doigts, et qui va trouver un travail chez Momotochi, qui est un marchand, qui vient de revenir de l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris. Et qui dit exposition universelle, dit qu'il a ramené dans ses sacs plein de petites merveilles venant de l'étranger. Et il faut savoir que Mio, elle a un don, c'est que quand elle touche un objet, elle sait à qui il a appartenu et son histoire. Donc ce don, ça va intéresser Momotochi, qui va la prendre en tant qu'apprenti dans sa boutique. Quand j'ai commencé le tome 1 de La Lanterne de Nyx, j'ai de suite été impressionné par les dessins de Kan Takahama, qui est une autrice que j'avais énormément envie de découvrir cette année. Et par contre, ma première impression, hormis les dessins, n'était pas très bonne. J'ai lu la première moitié du tome 1, j'ai feuilleté la deuxième moitié, j'ai refermé le bouquin, et je me suis dit, ok, c'est pas pour moi du tout. J'ai fait une story sur Instagram à ce sujet, puisque sur Instagram, je fais des reviews à chaud. J'ai indiqué que j'allais certainement revendre la série, puisque c'était pas pour moi. Et sauf que je me suis fait rattraper par la patrouille, plus précisément par Manga with Zael et par Omakalu, qui m'ont dit non, La Lanterne de Nyx, faut pas revendre, c'est un excellent manga. Et là je me suis remis en question, je me suis dit, bon ben c'est peut-être moi, peut-être que j'étais pas dans le mood, peut-être que c'était pas le moment de lire ce manga. Donc j'ai attendu un petit peu, que la journée passe, puis le soir, j'ai repris le manga et je me suis dit, je le relis. Donc j'ai relu le tome 1 et là je suis beaucoup plus rentré dedans. J'ai été au final très intrigué par cette histoire. Je me suis dit, bon ben je vais laisser sa chance aussi au tome 2, puis au tome 3. Et puis là, je suis totalement tombé dedans, j'ai adoré la série. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur absolu, mais c'est sans aucun doute une œuvre sublime et je comprends maintenant pourquoi c'est considéré comme un grand manga. Déjà parce que après la lecture de chaque chapitre, on apprend des choses, que ce soit dans le chapitre par toutes les informations historiques ou sur les objets qu'il y a, mais grâce aussi aux informations vraiment captivantes que nous partage Kan Takahama à la fin de chaque chapitre. On a une page de texte qui va nous expliquer l'histoire de tel objet ou des faits historiques qui se sont passés, des personnages qui vont être détaillés. Et Kan Takahama, je la trouve excellente dans la retranscription de l'époque. On a vraiment l'impression d'y être, que ce soit au Japon, puisque une partie du manga se passe au Japon, ou en France, puisque une partie du manga se passe aussi en France. J'avoue que rarement une mangaka ne m'avait fait aussi bien voyager dans le temps. Pour conclure, je trouve qu'il y avait du génie dans ce manga, c'est vraiment ce que j'ai ressenti après avoir refermé le 6e tome de La Lanterne de Nyx. Il y a certes des petits défauts, notamment cette histoire de pouvoir que je trouve peut-être un petit peu sous-exploitée ou mal exploitée. Mais ce qu'on ressent à la lecture de La Lanterne de Nyx, c'est qu'il y a surtout du cœur. Kan Takahama a mis du cœur à l'ouvrage en faisant toutes ses recherches pour écrire ce manga. Et on voit que c'est une passionnée, et c'est passionnant pour nous aussi à lire. Donc je ne peux que vous recommander la lecture de cette magnifique œuvre qu'est La Lanterne de Nyx. Et on termine à la première place avec ma relecture du moment, c'était Vagabond. Je sais que ça avait pas mal râlé quand j'avais fait mon top 25 seinen et que je n'avais pas inclus Vagabond dedans. Je dois dire que Vagabond, je l'ai lu il y a quelques années. C'était peut-être pas le bon timing pour le lire. J'avais trouvé ça magnifique, bien sûr, au niveau du trait. J'avais aimé ma lecture des 37 tomes sans être non plus époustouflé. Et du coup, l'un de mes objectifs de cette année, c'était de relire Vagabond. Et j'ai trouvé le temps de me relire les 37 tomes de la série. Vagabond, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va nous parler de Miyamoto Musashi, qui est un samouraï sans étiquette, et on va suivre toute son aventure autour du Japon. Je pense qu'avant ma première lecture de Vagabond, j'avais été trop influencé par des avis qui disaient que c'était un chef-d'œuvre, que j'allais forcément aimer. Et en général, quand je lis ce genre d'avis, je suis pas objectif moi-même dans ma lecture, et ça va plus me parasiter ma lecture qu'autre chose. Et quand j'ai commencé à relire Vagabond, j'ai de suite senti que le moi d'il y a quelques années qui a lu Vagabond et qui était dans cet état d'esprit-là, et le moi d'aujourd'hui qui relisait Vagabond pour les bonnes raisons, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Et là, j'ai vécu une véritable expérience de lecture. Puisque l'expérience de Vagabond, c'est d'être dans les pensées de Miyamoto Musashi, dans cette errance permanente, avec un objectif totalement inatteignable. Ce qui est beau, c'est le respect entre adversaires dans Vagabond, c'est-à-dire que Miyamoto Musashi va respecter énormément les adversaires contre qui il va se battre, qu'il va parfois tuer aussi, souvent, et le contraste entre ce respect et cette violence dans les combats va créer un véritable spectacle, des chorégraphies vraiment dans les combats
qui vont être mises en scène par les dessins totalement somptueux de Takehiko Inoue, qui est, je pense, l'un des plus grands mangaka de tous les temps en termes de dessin. Et on atteint vraiment les sommets pendant la bataille contre le clan Yoshioka. Et je trouve que dans Vagabond, on enchaîne prouesse sur prouesse. Je revois totalement ma copie sur Vagabond. Pour le top seinen de cette année, c'est sûr qu'il y figurera, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc mea culpa de ne pas l'avoir mis dans le top seinen de l'année dernière, mais je pense que je l'avais lu à un mauvais moment, ça c'est certain, et c'est toujours bien de se remettre en question, et c'est pour ça que j'adore relire mes mangas, parce que j'ai jamais le même avis à ma première lecture qu'à ma deuxième lecture. C'est ce que je ferai d'ailleurs cette année avec d'autres séries. J'aimerais par exemple beaucoup relire 20th Century Boys, qui est une série que j'ai appréciée, mais j'ai trouvé qu'elle dérivait trop à un moment. On verra si j'ai le même avis à ma seconde lecture. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!